suis un peu émue parce que être en face de spécialistes en sciences sociales pour quelqu'un qui est médecin, c'est un autre monde. Vous êtes des étrangers pour moi, ça tombe bien, on va parler de migration. Qui parle de migration parle aussi d'étrangers. Bon, j'ai une présentation qui est pas très... Enfin, c'est là où est ma difficulté, c'est de ne pas être trop technique dans le domaine médical, parce que j'imagine que même si certains d'entre vous ont peut-être des compétences en termes de santé, tout le monde ne les a pas. Il y a peut-être des choses qui vous paraîtront complètement stupides, et je vous prie d'avance de m'excuser si il y a des tas de choses que vous savez déjà, et je n'ai pas de doute qu'il y a plein de choses que vous savez déjà. Je pense que ce qu'on pourrait faire aussi, donc il y a un temps de discussion a posteriori, mais si des choses ne sont pas claires, ou si vous avez besoin, n'hésitez pas, enfin, si les organisateurs de cette conférence sont d'accord, à m'interrompre, et puis on va directement sur le vif du sujet. Donc effectivement, comme l'a souligné Christian Del Baggio, je suis médecin responsable d'une petite unité qui s'appelle le programme Santé Migrants, qui est une unité qui fait de la médecine générale pour une population de migrants particulière qui sont des gens qui sont dans le processus de l'asile. Alors ça va du demandeur d'asile qui arrive au réfugié statutaire qui a déjà son statut de réfugié politique, en passant par tous les stades, y compris ceux des gens qui sont clandestinisés parce qu'ils auraient été contraints de rentrer chez eux. Dans notre même service, donc ce service de médecine de premier recours, qui est un service en fait de consultation ambulatoire, on a une autre unité qui s'occupe plus particulièrement des personnes qui sont sans papier. Ce sont des migrants un petit peu différents. On va essayer de découvrir ça au fur et à mesure. Et quand on parlait de ce réseau Santé pour tous, l'idée on a obtenu un financement de l'Office fédéral de la santé publique pour essayer de mieux considérer la problématique des migrants, des personnes migrantes précaires qui ont un problème de santé au sein de l'ensemble de l'hôpital. Dans le service dans lequel je travaille, le service de médecine de premier recours, on est bien conscient de ça, mais c'est clair qu'on reproche souvent à nos chirurgiens de ne pas prendre vraiment en compte ça. Alors bon, on leur demande d'opérer, ce qui est une chose, mais c'est vrai qu'on aimerait bien que parfois ils utilisent plus d'interprètes pour opérer leurs patients, en tout cas, peut-être pas pour les opérer, mais pour avoir un consentement éclairé avant l'intervention, pour faire comprendre à un patient migrant ce qu'il a. C'est pas mal d'utiliser un interprète, donc c'est des choses qu'on va découvrir maintenant. Alors, bon, encore une fois, là, je vous prie de m'excuser, je suis sûre que vous connaissez sûrement déjà ces chiffres. Hein, mes sources, c'est la Banque mondiale, mais ça peut être plein d'autres sources. Vous savez probablement qu'il y a 215 millions de migrants dans le monde. Alors, c'est des estimations un peu grossières. Après, il va falloir s'entendre sur le terme de migrant. Vous, c'est quoi un migrant pour vous? Ah, quelle colle! C'est quoi un migrant? Quand on dit il y a 215 millions de migrants, ça veut dire quoi? 215 millions d'étrangers? C'est quoi un migrant? La définition en sciences, il doit bien y avoir une définition en sciences sociales de ce que c'est qu'un migrant. Ou en démographie, un migrant, c'est quoi? Vous avez fait des cours de démographie, non? Si vous êtes géographe. Alors, pour nous, je vais vous donner la nôtre, pour nous, un migrant, enfin moi c'est comme ça que je raisonne, c'est quelqu'un qui vit dans un pays dans lequel il n'est pas né. Alors c'est compliqué en Suisse, hein, parce que avec le processus de naturalisation qui est très long, on peut être migrant pendant 50 ans. Hein, donc vous voyez que la définition n'est pas anodine, et si je vous titille et que je vous taquine avec ce terme de migrant, c'est que ce n'est pas si simple que ça. Dans des pays où on migre et puis au bout de 10 ans, on a la nationalité, ou on a un green, un passeport vert, là, comme aux États-Unis, au Canada, où on a un statut. Être migrant, ça veut probablement dire être quelqu'un qui est parti de son pays, qui vient dans le pays, puis qui fait tout pour s'intégrer, puis après, il n'est plus migrant, enfin, c'est un local issu de la migration. Les Américains font ça très bien, hein, on vous dit, c'est des Américains, mais ils sont blacks, hispano, asiatiques, etc. En Suisse, c'est un petit peu plus compliqué, et donc vous voyez que déjà, cette définition, c'est compliqué. Qu'est-ce que ça veut dire être un migrant? Il faut savoir, il faut s'accorder sur ce sur quoi on parle, et ce n'est pas simple. Toujours est-il que ces 215 millions de migrants, admettons qu'on parle de ce que moi je viens de vous dire, ça représente quand même 3% de la population mondiale. Il y en a 64 millions en Europe, alors pas dans l'Union européenne, mais dans la région OMS Europe, donc qui est un peu plus large que l'Union européenne, ça comprend la Russie, etc. Mais donc vous voyez qu'on est quand même en Europe envahi par les migrants, on pourrait dire ça comme ça. Les prévisions, c'est 405 millions en 2050. Alors bon, on prend ce qu'on veut de ces prévisions. Ce qu'on sait aussi, puis ça on l'oublie, et surtout dans les pays du Nord, c'est que les migrations sud-sud sont bien plus importantes que les migrations sud-nord. C'est-à-dire qu'en fait, en général, quand on change d'un pays, on va d'un pays à un autre,
par exemple, si on quitte un pays, une zone en conflit, une zone économique en précarité, on va d'abord le moins loin possible. Hein. Avant d'aller en Amérique, vous allez peut-être aller, vous voyez, par exemple, actuellement on voit pas mal d'Espagnols qui étaient repartis chez eux ou qui y étaient toujours, et puis qui reviennent en Suisse, ils ne vont pas en Amérique, ils ne vont pas au Brésil, ils vont en Suisse parce qu'on va dans un pays pas trop loin où on espère qu'il y aura plus de travail avec la crise économique. Hein. Donc c'est important de garder ça à l'esprit parce qu'il y a quand même des visions stéréotypées. On est envahi en Europe ou dans le monde occidental de migrants, d'étrangers. Donc gardez à l'esprit que Sud-Sud, c'est plus important que Sud-Nord. On estime parmi cette population de migrants, donc de gens qui ont quitté leur pays pour aller ailleurs, qu'il y a 16,3 millions de réfugiés et demandeurs d'asile. Ça représente une petite proportion des migrants, à peine 8%. Et puis là encore, quand on dit qu'on est envahi par ces demandeurs d'asile, et puis vous savez que certains partis politiques en font leur fonds de commerce, vous voyez que les chiffres nous montrent que finalement les réfugiés, les gens qui cherchent refuge, au sens HCR, et on va le voir du terme, il y en a beaucoup plus dans les PVD, les pays en voie de développement, 16,6, alors que dans les pays de l'OCDE, il y en a 2,1%. Donc effectivement, on a des demandeurs d'asile qui arrivent en Europe, c'est une destination effectivement des demandeurs d'asile ou dans le monde occidental, dans les pays de l'OCDE, mais finalement, il y en a beaucoup moins qui arrivent chez nous que qui vont dans les pays limitrophes, hein, des zones de conflit, ce qui est assez sensé. Les gens se disent, on voit l'exemple avec la Syrie en ce moment, il y a beaucoup plus de gens qui arrivent au Liban, en Turquie, enfin dans les pays limitrophes, que de gens qui arrivent en Suisse, même si on commence à voir arriver des demandeurs d'asile en Syrie, et c'est valable pour tous les conflits. Et puis, un élément qui me semblait important à mentionner, surtout pour vous qui êtes dans les sciences sociales, on estime à 440 milliards de dollars les transferts d'argent qui se font à cause des migrants. Donc, les migrants qui travaillent dans un pays, ils transfèrent 440 milliards de dollars par année dans leur pays d'origine. Donc vous voyez, et encore évidemment, ça c'est les transferts qui sont identifiables, hein, genre Western Union ou les choses reconnues, c'est probablement extrêmement sous-estimé. Et puis 325 milliards de dollars sont transférés des pays développés aux pays sous-développés. Et donc vous savez qu'il y a plein de pays dans le monde qui tiennent et dont la part du PIB est extrêmement liée à ce transfert d'argent de la diaspora. Hein. Et ça, je pense que c'est important. On prend des pays, simplement un pays comme le Kosovo, il y a, je ne sais plus combien, mais c'est quelque chose comme 10 ou 15, voire 20% du PIB qui vient de la diaspora kosovare, qui renvoie des fonds et les gens soutiennent leur famille, etc. Donc gardez ça en tête. Hein. Puis alors bon, vous verrez, il y a pas mal d'illustrations. La migration, ça s'illustre facilement. Après, bon, est-ce qu'on se dit maintenant, de nos jours, avant, c'était pas comme avant, on était chez nous, etc. Évidemment que la migration, c'est un phénomène ancien et très ubiquitaire. Vous voyez, ah oui, il faut que je me balade avec ça, sinon je vais Vous voyez que, bon, vous avez la carte. Alors, je me suis dit, c'est des géographes, je vais leur mettre des cartes, ça va leur parler, à défaut de leur parler de médecine. Mais, donc, la carte, et ça, c'est la cartothèque de Sciences Po Paris que je vous recommande, des trafics des esclaves hein, entre le 7e et jusqu'à la fin du 9e siècle. Donc, vous voyez, c'est ce qu'on connaît comme ça, hein, donc d'Afrique de l'Ouest vers le continent américain et nord et sud. On connaît un petit peu moins bien ces trafics-là, mais vous savez aussi qu'il y a une partie hein, des Africains du Sud ou d'Afrique centrale qui ont été transférés en Afrique du Nord au cours de ces migrations, alors qui pour le coup étaient franchement forcées, liées à l'esclavage. Et puis, quand on parlait du Migrant LC Effect, j'en ai plein la figure, vous voyez, par exemple, la grande migration transatlantique de la fin du 19e et du début du 20e siècle, c'est vraiment la migration du film Titanic. Hein, c'est America, America, on y va, on quitte des pays européens, et dont la Suisse, hein, qui a été longtemps un pays que les gens quittaient parce que c'était un pays qui n'était pas si riche que ça à l'époque, pour aller aux États-Unis, au Canada, aussi une migration vers l'Amérique
du Sud, notamment Brésil, Argentine, hein, comme vous voyez venir de pays qui étaient les pays les nôtres. Alors il n'y a pas la Suisse sur cette carte, mais elle pourrait tout à fait y figurer. Donc ces migrations, c'est vieux comme le monde, on pourrait le dire, les gens ont toujours bougé pour chercher un ailleurs meilleur, ou parce qu'il y avait des conflits, ou alors de façon forcée, comme c'est le cas, et ça c'était une espèce de migration économique forcée, c'est-à-dire qu'on cherchait des forces de travail, et puis on allait les chercher dans un réservoir de population qui était bien présent. Et puis, on sait que les motifs de migration peuvent être très divers. Là, je trouvais que cette carte était aussi assez marrante, c'est de voir la part des joueurs africains expatriés en 2009. Donc, vous voyez que en France, on a le foot, c'est un truc qui marche bien pour les Africains. Donc, il y a énormément de joueurs d'origine africaine qui jouent en France ou qui jouent dans d'autres pays, en Suisse aussi. Hein. Vous savez qu'on dit que s'il n'y avait pas de Kosovars et de personnes d'origine africaine dans l'équipe suisse, est-ce qu'elle marquerait autant de buts? Il y a eu des unes de journaux qui ont été comme ça. Puis on voyait en Turquie également. Donc vous voyez qu'effectivement, il peut y avoir des motifs de migration qui sont extrêmement divers. Et puis, cette carte-là qui représente la migration liée au tourisme, donc vous voyez des grandes plateformes touristiques en Amérique du Nord, en Europe, et puis les destinations touristiques des Européens et des Américains du Nord, qui sont, on va le voir après, à l'inverse de celles des migrants qui viennent chercher une économie meilleure dans les pays du Nord. Donc, le motif de la migration, quand on parle de migrants, encore faut-il s'entendre sur ce que c'est que ce terme de migrant et des motifs de la migration. Donc c'est difficile de cerner ce sujet. Puis alors, si on prend effectivement la carte des migrations internationales dans le monde, donc vous êtes dans ce schéma-là, donc on se rend compte, encore une fois, on peut un peu casser les idées reçues, que seulement 20%, l'Afrique subsaharienne contribue seulement à 20% dans les migrations mondiales et que le premier continent qui migre, c'est l'Asie du Sud-Est, l'Asie en développement, hein, qui migre. Alors vous voyez, soit vers les pétromonarchies, hein, donc vous savez qu'il y a une grande migration par exemple de gens des Philippines à Dubaï, au Qatar, en Russie, un petit peu en Europe de l'Ouest également, et puis de nouveau une migration latino-américaine qu'on connaît bien vers les États-Unis, et puis une migration latino-américaine qui arrive aussi jusque chez nous, et puis on sait que par exemple nous, dans nos consultations, alors pas dans le cadre de l'asile, mais dans le cadre de la consultation pour les sans-papiers, notre fonds de commerce, entre guillemets, si je peux dire les choses comme ça, c'est beaucoup de jeunes femmes latino-américaines qui arrivent à Genève et qui trouvent un travail au noir dans l'économie domestique. On fait garder ses enfants, on garde des personnes âgées, etc. Donc c'est aussi un phénomène migratoire qu'on voit arriver. Les gens n'arrivent pas au titre de l'asile. Et vous verrez qu'il y a vraiment une histoire de migration et genre. Hein. Ces femmes, elles arrivent à trouver du travail parce que ce sont des jeunes femmes, elles sont un peu éduquées. On prétend qu'elles sont très maternelles parce qu'elles sont latino-américaines. On prétend, elles le sont probablement. Et puis, elles ont un marché du travail que ne trouverait pas, par exemple, un jeune homme africain qui arrive du Nigeria. On ne va pas forcément lui confier ses enfants. Alors qu'une jeune bolivienne, vous prenez GHI, recherche d'enfants ou garde d'enfants, ça se trouve très, très facilement. Puis après, il y a des nations plus atypiques. Il y a un fonds de gens de Mongolie également. Il y a des jeunes femmes mongoles qui trouvent du babysitting. Puis une fois qu'il y a une niche, ça attire. C'est vraiment ce problème de migration. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y a une niche de travail, ça attire d'autres personnes. Puis il y a un moment où la niche s'épuise et où il n'y a plus de travail et où les gens tombent malades et où nous intervenons. Alors, de nouveau pour l'Europe, hein, si on regarde un petit peu quels sont plus en détail, c'est presque un zoom sur l'Europe, qui vient migrer en Europe. Donc, vous voyez effectivement beaucoup d'Afrique du Nord, historiquement, on le connaît, notamment pour des pays comme la France ou l'Espagne, beaucoup d'Africains de l'Ouest également. Puis vous voyez quand même des vagues de migration qui viennent aussi de pays d'Asie du Sud-Est ou du continent, alors moins du continent indien, mais il y a ce phénomène migratoire qui existe. Et puis vous voyez donc les nouvelles zones d'émigration économique post-guerre froide, hein, c'est le coup du plombier polonais, dont vous avez peut-être entendu parler, qui vient migrer en Europe de l'Ouest, parce que même si maintenant la Pologne c'est l'Europe, il y a moins de travail, ou il y avait moins de travail, on estime qu'il y a plus de travail à l'Ouest, ou alors c'est un mirage, qui sait. Alors, localement, l'émigration en question, on est à Genève, mais là je suis sûre que vous allez répondre très bien.
Depuis combien de temps est-ce qu'il y a plus de 30% d'étrangers à Genève? Tu avais une idée? 1600. 1600. 1600, pourquoi? C'est très long. Oui, mais pourquoi 1600 plutôt que 1400 ou 1800? Il a déjà vu le quiz une fois. Il y en a un qui, une fois qui m'a dit « Mais parce que je vous ai déjà entendu il y a 3 ans, je la refais. » J'actualise quand même mes chiffres. Oui? Ben voilà, ouais, exactement. 4 siècles, voilà, vous avez tout à fait raison. Pourquoi 1600? C'est même un peu enfin, presque antérieur à 1600, mais c'est les guerres de religion. Genève, d'abord, par sa géographie, est une ville qui est au bout d'un pays, donc qui n'a pas toujours été suisse, hein, loin de là. Et puis effectivement, ça a été une ville refuge avec Calvin. Donc beaucoup de protestants de par le monde, alors de la France notamment, mais pas seulement, sont arrivés à Genève pour chercher l'asile déjà à l'époque. Donc, encore une fois, quand on vous dit on n'est plus chez soi, ça fait 400 ans qu'on n'est plus vraiment chez soi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Après, deuxième question, quel est le pourcentage des habitants de Genève qui sont nés étrangers? Alors des fois, ce que je fais, c'est que je leur dis, mais levez la main ceux qui ont un passeport étranger, même si vous avez un passeport suisse. Presque la moitié de l'amphi, hein, ou de la salle. Donc la réponse, c'est effectivement ça, c'est 52% de la population de Genève est née étrangère. Hein. Donc ça, vous voyez que, de nouveau, là, quand on se met à parler de migrants, ça devient compliqué. Par contre, quelqu'un qui naît à Genève, même s'il est étranger, pour nous, ce n'est pas un migrant. S'il est né à Genève, ce n'est pas un migrant. C'est un Genevois d'origine étrangère. Hein. Alors après, on continue. Pourcentage d'étrangers dans la population genevoise. Donc si vous êtes déductif, vous dites que c'est plus que 30. Est-ce que c'est 50? C'est combien? C'est 40, ouais, exactement. C'est combien au niveau suisse? La moitié, oui, exactement. Donc effectivement, on est le canton de Suisse qui a la plus forte proportion d'étrangers, qui s'explique pour des raisons historiques, puis aussi pour des raisons liées au côté international de Genève. Mais bon, au Zurich, il y a aussi pas mal d'étrangers, il y a des banques, il y a des industries qui attirent. Donc il y a quand même cette spécificité genevoise historique qui fait que c'est comme ça. Alors, on entend souvent parler que les requérants d'asile, c'est ce qui pourrit la situation à Genève, parce que ça deal, c'est compliqué, etc. Est-ce que c'est un gros pourcentage de la population, les requérants d'asile, finalement? C'est un gros pourcentage de la population étrangère? Elle a déjà vu mon quiz. Non. 1,5% de la population étrangère et 0,6% même en 2010 de la population résidente totale. Donc vous voyez que finalement, de nouveau, quand on parle de... Alors il y en a un peu plus maintenant parce qu'il y a une immigration au titre de l'asile qui a augmenté, mais on reste à bien moins de 1% de la population résidente totale et requérante d'asile. Donc peut-être que les situations font la une des journaux, mais ça reste des petits effectifs. Et puis combien de travailleurs sans statut légal à Genève? Une idée comme ça? Non? Ouais, vous êtes bien, c'est ça. On dit 8000, mais ça, c'est les chiffres plutôt de la police ou de l'Office central de la population. Alors, si on essaye de croiser les estimations entre celles des syndicats, des œuvres d'entraide, de nos consultations, etc., on est entre 8 et 20 000. Hein. Grosso modo, par définition, c'est compliqué de savoir exactement. Mais on est, et puis en ce moment, on a l'impression qu'il y a de plus en plus de travailleurs sans statut légal. Donc, la question que je vous posais, c'est finalement, c'est compliqué parce que c'est quoi un migrant? Est-ce que c'est un étranger? Mais combien il y a d'étrangers dans cette salle? Puis on a vu qu'il y en avait déjà pas mal. Puis est-ce que vous considérez comme migrant? Pas forcément. Alors, il y a des migrants au titre des études. Hein. Ceux d'entre vous qui venaient d'un pays étranger pour faire des études, vous êtes des migrants. Vous allez peut-être rester en Suisse si vous y arrivez, selon le permis que vous avez. Est-ce que c'est un non francophone? Est-ce que quelqu'un qui ne parle pas le français, voire pas l'anglais, c'est un migrant? Mais il y a plein de gens des organisations internationales qui ne parlent pas le français puis qui se débrouillent très bien à Genève. Vous savez qu'on peut se débrouiller sans le français à Genève selon le monde dans lequel on est. Hein. Ou dans lequel on vit. Est-ce que c'est un demandeur d'asile, un sans-papier? Mais quand on est là depuis 10 ans avec un statut de demandeur d'asile, est-ce qu'on est encore un migrant? Donc moi, je n'ai pas de réponse à ces questions, mais je les soulève parce que vous voyez que quand on parle de migration, ça reste quelque chose qui est quand même relativement complexe. Hein. Alors, quand on parle de migration
J'avais aussi envie, puisque vous êtes géographe en partie, de parler des inégalités géographiques de santé. Donc il y en a qui sont très évidentes. Hein. Vous voyez par exemple la cartographie mondiale du sida, hein, des gens qui vivent avec le sida. Donc on a que les chiffres 2009 de UNAIDS. Donc vous voyez en Europe centrale et de l'Ouest, il y a 800 000 personnes. En Afrique subsaharienne, c'est 22,5 millions. Amérique centrale, 1,4. Vous voyez que ce qui est en train de monter pas mal aussi, hein, c'est parallèlement, c'est l'Europe de l'Est et l'Asie centrale. L'Asie du Sud-Est est un gros réservoir aussi. Donc vous voyez qu'effectivement, quand on parle de santé, de géographie de santé, on met en évidence des inégalités géographiques de santé. Alors, le sida, ce n'est pas une maladie qui est liée au climat. Ça se saurait, hein, ce n'est pas transmis par les moustiques, c'est fini, on sait. Donc vous voyez que là, il y a quand même quelque chose qui est d'une espèce d'injustice. Pourquoi est-ce qu'on a si peu chez nous et puis qu'il y a beaucoup plus en Afrique? C'est aussi lié à la facilité qu'on a à mettre sur pied des programmes de prévention, à donner des médicaments qui stoppent la transmission. Vous savez que le sida, ça ne se guérit pas, mais c'est devenu une maladie chronique avec les trithérapies. On endort le virus et les gens ne transmettent plus la maladie a priori. Donc vous voyez que quand on parle de géographie et de santé, on met en évidence, alors il y a des maladies qu'on trouve que le paludisme, ça se trouve en Afrique, donc bon, il faut le combattre, mais c'est vrai que c'est comme ça, quoi, c'est lié au climat. Là, ce n'est pas lié au climat, c'est lié probablement aussi à une histoire d'accès aux soins, et c'est compliqué, et on va voir que peut-être qu'aussi la migration, elle peut être liée à une volonté d'accéder à des soins meilleurs, d'où le thème que j'avais mis au départ, est-ce que c'est le Migrant Healthy Effect? Est-ce que finalement, le Migrant Healthy Effect, vous savez ce que c'est que seuls les gens les plus forts migrent, parce que ceux qui sont malades, ils ne vont pas résister. Donc est-ce que c'est toujours vrai? Ça, c'était vrai à l'époque de Titanic, hein, vous vous rappelez, dans le film America, il avait l'air plutôt en bonne santé, DiCaprio, avant qu'il coule. Donc, et ces populations d'Europe de l'Est qui allaient en Amérique espéraient aller vers des jours meilleurs. Est-ce que c'est toujours le cas maintenant? C'est des choses qui peuvent être discutées. Je ne suis pas sûre que vous aurez une réponse à la fin de ce temps-là. Alors, géographie des migrations ou géographie des étrangers, hein, de nouveau, alors vous me direz, ça va être une des dernières cartes que je vous montre. Après, vous voyez, je vous recommande ce site qui est assez amusant, qui est une sorte de cartographie des stéréotypes. Donc vous voyez que l'Europe selon les Suisses, donc la France c'est l'Ouest sauvage, en rouge c'est un peu pixelisé, c'est The World. Puis après vous avez Barcelona, bon évidemment, alors que c'est l'Espagne, les Europours du Sud c'est ici, Allah, hein, d'accord, ça c'est les Balkans, les minarets, hein, parce que c'est la Turquie, les œufs Fabergé, ça se passe de commentaires, beer, ok, et puis la City, ça c'est l'Europe selon les Suisses. Et puis l'Europe selon les Français, vous voyez Best Friends, ça fait pas si longtemps, mais ça fait 60 ans que c'est les Best Friends. Les gens qui font du bruit, on parlait des plombiers polonais, ils sont ici, Poor Brothers, Definitively Not Europe. Donc vous voyez cette carte des stéréotypes, ça fait sourire. Puis en même temps, il y a quand même quelque chose derrière, hein. Si on fait des cartes comme ça, et si ça nous fait sourire, ça nous interroge, chacun d'entre nous, sur notre vision qu'on a de l'étranger. Et ce que je trouve très amusant, c'est que pour deux pays frontaliers, la vision est un petit peu différente. La seule chose qui reste, c'est qu'évidemment, le centre du monde, il est ici et puis qu'il est là. Mais tous les autres, on peut les voir d'une manière différente selon qu'on est d'un côté ou de l'autre de la frontière. Alors effectivement, historiquement, on disait que c'était les plus entreprenants qui émigraient et que la migration était finalement un facteur protecteur de la santé mentale. C'est-à-dire que il y avait ceux qui étaient costauds, dont on savait qu'ils allaient pouvoir survivre à un voyage en bateau qui arrivait. Et puis, cette photo a été prise à Ellis Island. Vous savez ce que c'est, Ellis Island, à New York, hein, donc, c'est l'île sur laquelle arrivaient des bateaux de migrants. Les gens étaient mis en quarantaine pour être sûrs qu'ils n'importaient pas trop de maladies. Et puis, vous voyez, des gens arrivent avec pas beaucoup de paquets, mais l'air ferme et décidé. Non ? Et puis aujourd'hui, on a l'impression qu'alors que les voyages sont plus simples, hein, il y a quand même des avions, tout le monde ne fait plus le trajet en bateau, quoique
on se rend compte qu'au XXIe siècle, c'est compliqué, le HCR titre « Une humanité à la dérive », et puis on voit apparaître des migrations qui sont plus complexes. Hein. Par exemple, le HCR parle de la migration mixte, c'est-à-dire que c'est des gens qui quittent leur pays à la fois parce que ce sont des régimes totalitaires où il n'y a pas de démocratie, mais où il y a aussi de la pauvreté, donc c'est une espèce de migration à double titre, à la fois lié au fait que les gens vivent dans des régimes ou post-guerre ou carrément en guerre. Bon, il y a des conflits évidents, type la Bosnie, Kosovo, etc., la Syrie en ce moment. Puis il y a des zones de conflit plus larvées. Et finalement, cette migration a plusieurs motifs, mais que simplement, vous vous rendez bien compte que, par exemple, pour arriver en Suisse, vous connaissez cette fameuse politique économique des 3 cercles. Si vous ne venez pas de l'Union européenne ou États-Unis, Canada ou Australie, ça va être extrêmement compliqué pour vous d'avoir un permis de travail, sauf si vous êtes pris dans une organisation internationale, hein, parce qu'on ne vous donnera pas accès au marché du travail, vous n'aurez pas de permis de séjour. Donc, parfois, c'est vrai que demander l'asile peut être un moyen de contourner, même si finalement on se dit je quitte mon pays parce que j'aimerais bien pouvoir faire subvenir aux besoins de ma famille ou j'espère pouvoir faire fortune, comme c'était le cas hein, dans Titanic. Finalement, est-ce que maintenant, comment est-ce qu'on fait pour migrer? Il y a des frontières, il y a une législation qui est beaucoup plus compliquée qu'elle ne l'était à l'époque d'Ellis Island, où finalement il y avait des bateaux de migrants qui arrivaient, puis pour peu qu'on ne soit pas malade, puis qu'on ait envie de mettre la main à la pâte, au bout de 30 ans, on n'était pas milliardaire, mais on pouvait déjà vivre relativement confortablement. Puis vous voyez que finalement, l'histoire des bateaux, bon là on les voit pas très bien, mais ça reste quelque chose paradoxalement au XXIe siècle qui est un moyen de migration parce que l'Europe se protège et que vous savez qu'il y a régulièrement des naufrages d'embarcations de fortune et puis que parallèlement il y a tout un marché des passeurs, hein, des gens qui font du business avec ça. Et puis on sait que ces marchés de passeurs sont aussi souvent côtoient beaucoup le marché du trafic de la drogue. Donc vous voyez qu'il y a une espèce d'économie autour de la migration. Puis vous voyez même que le HCR doit édicter un guide des principes et des mesures qui s'appliquent aux migrants et aux réfugiés sur le sauvetage en mer. Donc on est quelque chose il y a un côté très paradoxal à l'heure où nous on prend l'avion très facilement pour aller à Bangkok, où finalement les gens qui viennent de Bangkok ou d'Afrique, eux, prennent encore le bateau. Il y a un côté comme ça un peu particulier. Alors, effectivement, tout à coup, on se rend compte que dans ce monde du XXIe siècle, les autorités sanitaires doivent considérer le problème, doivent le prendre en compte, mais on se rend compte aussi, et l'OFSP, donc l'Office fédéral de la santé publique, s'est rendu compte, pas très récemment, enfin relativement récemment, ça fait 10 ans, puisqu'il y a eu 2 stratégies migration essentielles, une 2002-2008 et une 2008-2013. C'est grâce à ce biais-là que nous, on a un financement de l'OFSP pour développer encore mieux nos compétences migrant-friendly à l'hôpital, qu'on manquait de données épidémiologiques sur la santé des migrants. Pourquoi? Parce que c'est tout bête, il y a des enquêtes suisses sur la santé, donc c'est de la démographie aussi. Mais si on ne parle pas la langue nationale, ou si on est sans papier, qu'on n'a pas d'adresse fixe, ou si on est requérant d'asile et qu'on n'est pas dans les tabelles de la base de données, votre avis ne va pas être pris en considération. Hein. Donc effectivement, finalement, les enquêtes suisses de santé, elles pouvaient prendre en considération certains étrangers, mais les étrangers qui étaient déjà les plus établis, qui avaient une adresse, qui parlaient la langue, parce qu'il faut remplir un questionnaire dans une des langues nationales, et puis il faut pouvoir retourner l'enveloppe, etc. Hein. Donc du coup, il y a eu des enquêtes parallèles, enfin officielles, pas parallèles dans le sens inofficiel, mais officielles qui ont été faites par l'Office fédéral de la santé publique pour essayer de mieux investiguer ou de mieux documenter quels sont les effets de la migration sur la santé. Et puis, j'entends, c'est pas très compliqué, on aurait pu s'en douter. Hein, le statut de séjour influence la santé. C'est vrai que si vous ne savez pas de quoi demain sera fait, et si tous les jours vous dites est-ce que je vais être renvoyé, on peut imaginer que c'est un peu stressant. Qu'il y a des risques spécifiques pour les sans-papiers, de nouveau, ne pas trop sortir parce qu'on risque de se faire attraper par la police ou perdre son emploi. Puis si je perds mon emploi, est-ce que je vais en retrouver un? Et puis je dois rembourser ma dette. Hein. C'est aussi ça la réalité quand on parlait des passeurs. Les gens doivent rembourser souvent une dette de passage parce que ce n'est pas EasyJet à 100 francs pour aller à Londres. Pour aller d'Afrique subsaharienne à Genève, c'est 5 000 voire 10 000 $. C'est vraiment,
on interviewe nos patients, c'est des sommes énormes. Puis il y a des systèmes de raquettes, c'est vraiment compliqué. Enfin, il y a eu un certain nombre de livres qui ont été faits sur le thème que vous connaissez sans doute. Il y a un risque accru lié au niveau social et au sexe. C'est vrai que si on est peu alphabétisé, ben on risque plus de se faire arnaquer. Si on est une femme, peut-être qu'il peut y avoir des risques de violences sexuelles plus importantes. On voit aussi un certain nombre d'hommes qui sont victimes de violences sexuelles, mais c'est vrai qu'on peut imaginer que les femmes, surtout des femmes avec des jeunes enfants, etc., sont dans une situation encore plus précaire que les hommes, sans faire de sexisme démesuré. Le processus migratoire peut engendrer les traumatismes. C'est vrai que quand on s'est retrouvé dans la mer et puis que les 3/4 du bateau sont morts et puis que vous avez survécu, vous êtes content d'avoir survécu, mais on peut imaginer que ça laisse des traces. Et puis que, évidemment, les problèmes de communication entravent l'accès aux soins, d'où la nécessité de promouvoir le recours à des interprètes. Et moi, comme médecin, c'est clair que si je ne peux pas communiquer avec mon patient qui parle que le farsi, par exemple, à part la médecine vétérinaire, mais ce à quoi je n'ai pas été formée, je suis vraiment très, très embêtée. Alors, j'ai mes mains pour l'examiner, mais le discours, c'est important pour un patient aussi. Donc, vous voyez que tout ça, on se rend compte tout à coup qu'avec ce monde de migrants, avec plus de migrants, on se rend compte que ça peut avoir une influence sur la santé. Alors, du coup, les autorités sanitaires s'alertent par rapport à ça. Il y a une réflexion qui s'est mise en route avec des financements qui se sont faits pour des hôpitaux pour essayer de mieux réfléchir à ces problèmes. Mais c'est vrai que médecin dans son cabinet, ce n'est pas évident. Est-ce qu'il faut, quand on a un migrant face à soi, s'occuper des maladies transmissibles? Et ça, de nouveau, c'est Ellis Island. Alors, elle est marrante, cette photo, parce que vous voyez qu'à l'époque, c'était encore des médecins militaires avec des bottes. Et puis, il fait le double de la taille de cette petite dame. Il lui regarde les yeux. Pourquoi il regarde les yeux? Alors, il cherche le trachome, qui est une maladie qui maintenant se soigne très bien avec des antibiotiques, mais qui était une maladie infectieuse extrêmement transmissible qui pouvait rendre les gens aveugles. Donc, on regardait si elle n'avait pas un trachome. Si elle a un trachome, on la fout en quarantaine ou alors on la met back to, on peut imaginer Lituanie ou je ne sais pas où. Donc, effectivement, à l'époque, on cherchait des maladies transmissibles. À notre époque, on cherche encore des maladies transmissibles. Il y a des maladies comme la tuberculose, qui sont des maladies auxquelles il faut qu'on essaye, nous, de penser. Alors, dans le cadre de l'asile, il y a une sorte de check-up qui est fait. Mais la tuberculose, on peut l'avoir quand on arrive, puis on peut ne pas l'avoir quand on arrive, mais l'avoir eu enfant, et qu'elle se réveille 5 ans après son arrivée en Suisse, parce qu'on est plus stressé, parce qu'on est dans des mauvaises conditions socio-économiques. Donc, il faut y penser non seulement à l'accueil, et ça c'est tout le problème du dépistage des maladies transmissibles à l'accueil, c'est bien de le faire à l'accueil, mais il faut aussi avoir l'œil plus tard dans la durée du séjour. Ou est-ce qu'il faut s'occuper de la santé mentale, particulièrement quand on s'occupe des requérants d'asile? Alors la petite caricature plantuelle avait été faite à l'époque de Srebrenica et de la Bosnie. On peut imaginer qu'effectivement, un certain nombre de nos patients qui arrivent de pays en guerre et qui nous racontent des histoires épouvantables sont dans un état psychologique qui est extrêmement préoccupant. Quels moyens on a pour aller de l'avant par rapport à ça? Puis ça veut dire qu'il faut déjà s'occuper de ça et de ça. Et puis maintenant, il y a encore les maladies chroniques et vous savez, l'OMS s'alerte beaucoup sur les MNT, qui sont les maladies non transmissibles, et qui sont des maladies comme le diabète, l'hypertension, les maladies cardiovasculaires, qui sont des maladies qui sont extrêmement émergentes aussi dans les pays en développement. On vous met par exemple ici que le tabac tue près de 6 millions de personnes chaque année. Et autant ici, ça devient un peu moins populaire de fumer et c'est moins bien vu. Et vous voyez par exemple l'exemple aux États-Unis, c'est moins bien vu de fumer. Vous voyez qu'en Suisse, il y a une loi maintenant, on ne peut plus fumer dans les lieux publics. Donc on commence à prendre le problème à sa source. Mais vous allez dans les pays en voie de développement, la promotion de la lutte contre le tabac, c'est zéro. Et les gens fument. Et moi, je n'ai jamais vu autant de gens fumer que mes patients qui fument 2-3 paquets par jour. Et ça augmente depuis qu'ils sont ici. Donc il y a aussi cette problématique-là. Donc vous voyez que pour un petit médecin généraliste,
ce que je ne suis pas parce que j'ai une formation en santé publique, mais pour un médecin praticien, ça fait vraiment beaucoup de champs à explorer. Hein. Et donc, migration et santé, par quoi on commence finalement? Alors, il faut prendre tout en charge à la fois, on y va systématiquement. Dans la consultation, on en parlait tout à l'heure avec mes jeunes internes, les choses viennent pas forcément au bon endroit. On dit aux psychiatres qu'on a le diabète, mais on dit aux généralistes qu'on a subi des violences sexuelles. Donc, c'est pas toujours très simple pour un médecin. Hein. Et puis, on sait aussi que la procédure d'asile en soi est un facteur pathogène. Alors ça a été documenté dans un certain nombre d'études. Bon, nous, on sait qu'on avait fait il y a quelques années une étude sur la prévalence des états dépressifs à l'arrivée, des états dépressifs sévères et du PTSD, c'est le post-traumatic stress disorder, l'état de stress post-traumatique qu'on voit souvent chez des gens qui ont été victimes d'un traumatisme important. Alors ça peut être le type qui se coupe un doigt avec sa tondeuse à gazon, mais ça peut être la personne qui voit une bombe tomber à côté de chez elle, qui voit 15 personnes de sa famille mourir, qui a été torturée, qui a subi des violences sexuelles. Ça peut induire un état de stress post-traumatique. Et donc, ces Hollandais, eux, avaient pris 2 cohortes de patients, une des Irakiens, hein, donc c'était à l'époque, ça a été publié en 2004, donc c'était un peu au début de les Irakiens venaient avec la guerre en Irak. Donc 2 cohortes, une cohorte de patients qui étaient là depuis moins de 6 mois, comme c'est le cas en haut, et puis une cohorte qui était là depuis plus de 2 ans. Et dans les 2 groupes étaient comparables sur le plan socio-démographique. Ils avaient été aussi exposés l'un et l'autre à la violence. Et puis, les collègues ont mesuré l'état de santé mentale avec un test. Vous savez qu'en psychiatrie, il y a des tas de batteries de tests où on peut mesurer la toxicodépendance, la dépression, etc. Et ce qui est très intéressant, c'est que globalement, on voyait que ceux qui étaient là depuis 6 mois, alors c'est des valeurs extrêmement élevées hein, par rapport à la population générale, globalement, les 42% des gens qui étaient là depuis moins de 6 mois avaient un problème de santé mentale, un ou plusieurs, mais 66% de ceux qui étaient là depuis plus de 2 ans avaient un problème de santé mentale et donc le P statistique, hein, donc la différence était tout à fait statistiquement significative. C'est la même chose pour les troubles anxieux, la même chose pour les états dépressifs, la même chose pour les troubles somatoformes. Les troubles somatoformes douloureux, c'est des gens qui ont mal partout, toujours mal à la tête sans qu'il y ait un substrat physique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une tumeur, il n'y a pas de cause physique au mal de tête, au mal de dos, etc. Et donc, vous voyez que pour tout ça, effectivement, quand on est là depuis plus de 2 ans, ça augmente. La seule chose qui restait stable dans les 2 groupes, avec une différence non significative, c'est le NS, c'était l'état de stress post-traumatique. Donc les gens sont arrivés en étant déjà traumatisés, mais on se rend compte que la longueur de la procédure d'asile, et aux Pays-Bas, c'est compliqué, les gens restent dans des espèces de centres fermés, de camps fermés, jusqu'à ce qu'ils obtiennent un statut, soit qu'on les renvoie, soit qu'ils obtiennent un statut de réfugié. Donc on voit que la procédure d'asile en soi est un facteur pathogène. Alors après, on peut l'interpréter politiquement en se disant plus tôt on les renverra, moins ils seront malades. Hein. Donc il faut faire attention avec ce genre de données, selon leur aide dans laquelle ce type de données tombe, ça peut être mal interprété. Mais on sait que la procédure d'asile en soi constitue un facteur pathogène. Nous, on le voit au quotidien avec nos patients, ce genre de choses. Alors, qu'est-ce qu'on peut essayer de faire pour nous, comme médecins, pour développer ces compétences à prendre en charge nos patients? Alors, on peut utiliser des interprètes formés, ça diminue la barrière de langue. Alors, c'est quelque chose qu'on a à l'hôpital, c'est-à-dire que les patients, eux, c'est gratuit pour eux, c'est payant pour nous. On peut utiliser des interprètes dans le cadre de nos consultations et ça nous aide à mieux communiquer avec nos patients. C'est quelque chose de très précieux que nous avons en partenariat avec la Croix-Rouge genevoise. Moi, je dis toujours aux jeunes médecins qui sont dans notre unité de faire un peu de géopolitique et d'utiliser, par exemple, l'encyclopédie d'État du monde et d'avoir une idée un petit peu de la situation géopolitique. Alors, vous la connaissez, nous, comme médecins, on ne la connaît pas toujours, alors ça peut être de lire les journaux tous les jours, mais ça peut créer un lien d'empathie avec son patient que de dire, ok, vous venez de tel pays, c'est la capitale, c'est ça, votre village ou là où vous habitiez, c'est loin de tel endroit, puis vous pouvez au moins citer la capitale, de comprendre qu'il y a deux, trois trucs qui se passent dans ce pays.
et pas arriver dans la situation telle que, il y a quelques années, une jeune collègue psychiatre m'avait dit, oui, ce patient, il a été pris par un tigre. Et puis, en fait, ce patient était tamoul. Évidemment qu'il n'a pas été pris par un tigre de Bengale au fin fond du Sri Lanka, mais il a été pris par des membres de la LTT, la Ligue des tigres tamouls. Et c'est vrai que si on ne le sait pas ou si on ne regarde pas l'actualité, bah, le patient dit oui, j'ai été pris par le tigre ou par les tigres. On se dit, la vision qu'on a des choses, elle devient très vite caricaturale et stéréotypée. Donc un petit peu de géopolitique ne fait pas de mal aux médecins. Sans compter qu'il faut savoir aussi être un bon médecin. Après, bah, c'est vrai que ce qui est compliqué aussi dans ces relations avec ces patients, c'est qu'il y a beaucoup de différences entre le soignant et le patient, et que selon le pays d'origine, la nationalité, etc., la religion, le contexte familial, ben on a des idées particulières sur la perception du corps, la signification des symptômes. Un homme, une femme ne réagit pas de la même façon. Donc c'est vrai que ça complexifie les choses et la différence culturelle accentue ce risque d'incompréhension entre le médecin et son patient. Et puis si le médecin ne fait pas attention à cette différence d'appréciation, typiquement l'histoire du tigre, alors bon, c'est vraiment, je pousse le truc à l'extrême, mais c'est une vraie histoire quand même, celle-là. Le risque qu'on a, c'est qu'il y ait une mauvaise alliance thérapeutique, c'est-à-dire que le patient ne vient pas au rendez-vous, ne va pas prendre le traitement que vous lui donnez, répond à moitié à vos questions, parce que lui, il a l'impression que vous êtes complètement à côté de la plaque, et vous avez l'impression que ce patient, il ne fait aucun effort, il répond à vos questions. Rendez-vous manqué, pas un bon résultat clinique, le patient n'est pas content. Puis nous, si on a fait de la médecine, c'est aussi quand même qu'on a une dimension humaine et humanitaire, c'est-à-dire qu'on est aussi très frustré de ne pas pouvoir participer sinon à la guérison, mais en tout cas à la bonne prise en charge et aux bons soins qu'on souhaite donner à nos patients. Et ce qu'on peut se dire, c'est que finalement, les rencontres entre les soignants et les patients sont toujours transculturelles. Alors c'est vrai avec un patient qui habite Carouge, un jeune, un vieux, etc. C'est encore magnifié évidemment quand on est un médecin ici à l'hôpital et puis qu'on a le monde ou un étranger dans sa salle d'attente et qu'on n'a pas forcément les mêmes valeurs, les mêmes idées, les mêmes comportements, les mêmes attentes et puis qu'il faut essayer de faire en sorte que cette zone de recoupement soit la plus importante possible. Et c'est quelque chose de bilatéral, c'est-à-dire que ça participe du patient et du médecin. Hein. Alors, du côté du médecin, mais ça concerne aussi le patient, la cause de l'inattention à ces différences entre patient et médecin, ça peut être un manque d'intérêt ou de curiosité pour l'autre, notamment, c'est vrai que les médecins ne sont pas forcément très formés aux sciences sociales. Alors, il y a un peu des cours de psychologie médicale, de comment faire une consultation. À Genève, il y a une réforme d'études de médecine où les médecins sont vraiment drillés avec des patients standardisés pour apprendre à mieux communiquer avec un patient. Il peut y avoir des préjugés culturels ou sociaux qui sont bilatéraux. Hein. Le patient peut croire que vous, médecin, parce que dans son pays, le médecin, c'est quelqu'un de très puissant. Ici, nous, médecins, on n'a pas l'impression qu'on est très puissant par rapport aux banquiers, par exemple. Mais donc, effectivement, il y a une espèce de différence d'appréciation. Et puis, ça peut être aussi qu'il y a des jugements stéréotypés. Et vous savez comme moi qu'un stéréotype, ça sert à renforcer son sentiment d'appartenance de groupe qui peut être multiple. Là, moi, je me sens un peu isolée comme médecin, puis face à votre groupe qui est différent de moi, mais peut-être que je me sens plus proche des femmes que des hommes, des Européens que des non-Européens. Enfin, vraiment, on peut, en soi, cohabitent plusieurs appartenances de groupe. Et puis, ça sert à diminuer la menace que représente l'altérité, mais ça, vous le savez très bien. C'est un modèle universel et séculaire, et certains partis fondent leur politique sur des stéréotypes culturels, et ça marche très bien, j'entends. Hein, Tintin au Congo, le Congo chez Tintin. Vous voyez qu'il y a des partis qui fondent vraiment leur politique là-dessus. Et ça titille quelque chose qui est très fort au fond de nous, qu'on a tous au fond de nous. Hein, parce que si je vous demande de citer, je ne sais pas, un dicton sur les Polonais, ça va vous venir très vite. Qu'est-ce qu'on dit des Polonais, à part qu'ils sont plombiers? Ils picolent tout le temps. Voilà, on dit sous comme un Polonais, j'entends. Puis alors on va y aller, enfin, je
peux vous en donner d'autres, hein, les Français sont chauvins, etc. Enfin, si vous faites vous avez plein de blagues qui circulent sur le net, vous mettez, je sais pas quoi, un Américain, un Russe, un Belge dans un avion, il manque un parachute, puis vous allez trouver des trucs qui vont vous faire rire, mais ça tourne autour du stéréotype culturel. Hein, donc c'est quelque chose qu'on a, on reçoit ça avec le biberon ou avec le sein de sa mère. Alors, encore, on en rit beaucoup, mais il faut apprendre aussi à s'en distancer. Alors, ce qui est compliqué aussi, c'est que le patient, j'entends, il a aussi, migrant, il a un quotidien difficile qui influence sa santé, on l'a déjà vu, mais est-ce que nous, comme médecins, on doit remettre les gens face au fait que, j'entends, ils avaient beaucoup d'espoir, mais que les espoirs vont pas pouvoir aboutir, malheureusement, que ce sont des illusions, puis qu'il faut peut-être se préparer à repartir. C'est compliqué, hein, mais c'est vrai que de temps en temps, on a des patients qui disent « mais je ne veux pas partir ». Ok, mais alors vous faites quoi? Vous vous clandestinisez, vous avez 3 gosses, quel est le choix? Donc il y a vraiment ce côté qui est compliqué, et on a beaucoup de gens qui... vous avez peut-être vu dans la presse récemment un jeune russe qui s'est pendu dans une prison de l'aéroport de Zurich. C'était un requérant d'asile débouté qui devait être renvoyé. Et ce type a été jusqu'à se pendre parce qu'il ne voulait pas rentrer. Alors, je ne sais pas s'il a eu des rapports médicaux, s'il était malade psychiquement auparavant. Il y a eu un petit entrefilé dans la presse qu'on a aperçu. Mais vous voyez que ça peut aller assez loin avec une volonté de ne pas retourner, puis en même temps une pression de l'autorité, hein, de l'autorité suisse, mais ça peut être la française, l'allemande, qui est de dire non, ok, vous devez retourner, on estime que vous n'avez pas la qualité d'un réfugié, pas de raison de rester en Suisse, et puis ça peut se terminer relativement mal. Puis on sait aussi que, en même temps, même pour ceux qui ont le droit de rester, le processus d'intégration ne va pas de soi. Comment s'intégrer sans se désintégrer, c'est aussi plus compliqué. Enfin, ça peut être plus facile, mais aussi plus compliqué en famille, parce qu'il y a, pour ceux d'entre vous qui sont eux-mêmes des migrants, les enfants s'intègrent peut-être plus vite avec l'école, puis en même temps, il y a des espèces de conflits de loyauté. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas très simple. Hein. Alors, ce que j'avais envie, j'ai encore 5 minutes, hein, ce que j'avais envie de partager avec vous, c'est que nous, en santé, on a l'impression que finalement, on est des médecins, on est neutre, et puis que tout ce côté des stéréotypes, etc., ne nous influence pas du tout. Et puis, on est tout à fait juste quand on dit ça. Enfin, c'est pas un discours de mensonge. On est loyal quand on dit ce genre de choses. Puis en même temps, on se rend compte qu'il y a probablement des choses qui sont plus fortes que nous et qui influencent nos comportements en matière de prescription quand on a affaire à un patient qui est un peu différent. J'en veux cette étude, qui est assez ancienne maintenant, qui date de 93, enfin qui a été publiée en 93. Le JAMA, c'est le Journal of American Medical Association, donc c'est un journal américain très connu. Donc cet auteur, il a été étudié la façon, dans des dossiers rétroactivement, dont on avait donné une antalgie, donc des médicaments contre la douleur, à des personnes qui arrivaient avec un diagnostic de fracture d'un os long, bras, jambe, aux urgences de l'hôpital de Los Angeles, c'est UCLA. Et puis, ils regardent dans ces dossiers. Puis, ce qu'il y a de bien en Amérique, ce qu'on n'a pas nous ici, c'est qu'on peut classer les patients par ethnie, hein, les hispanos, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, lui, il a regardé les dossiers, puis il a pris la composante hispanique ou blanc non hispanique, d'accord ? Et puis, il a regardé la façon dont on avait donné, puis c'est... En général, si vous vous êtes déjà cassé quelque chose, vous arrivez aux urgences, la première chose qu'on vous donne, si vous avez très mal, c'est qu'on vous donne quelque chose contre la douleur, puis la radio, on va la faire aussi, mais la première urgence, c'est de répondre à votre douleur. Puis il voit, et il est assez étonné, que alors que 74% des blancs non hispaniques ont eu droit rapidement à une antalgie, un médicament contre la douleur, il n'y a que 45% des hispanophones qui ont eu droit. Et puis, à l'inverse, évidemment, pas d'analgésie. 55% des hispanos n'ont pas eu d'antalgique, alors que seulement 26% des blancs non hispaniques n'ont pas eu d'antalgique. Alors, il fait des calculs statistiques, il voit qu'il y a un risque relatif qui est à 2,12, donc qui est extrêmement élevé. Et une régression logistique qui tient en compte la langue parlée, le sexe du docteur, du patient, etc. Et il voit que finalement, l'appartenance au groupe hispanique est celle qui prédit le mieux l'absence de prescription d'analgésie. Alors qu'on se dit, normalement, comme médecin, j'entends, on met de côté son racisme, si tant est que ce soit du racisme. Donc il y a quelque chose d'un peu bizarre. Il fait la même chose, c'est présenté dans l'autre sens, hein, sur la côte Est. Il fait avec les Noirs et les Blancs. Il va à Atlanta, ou je ne sais plus très bien, un de ces pays, un de ces États du sud-est des États-Unis.
Là, vous voyez, bon, là, on est blanc et noir, donc il y a 74% de nouveau des blancs qui ont eu droit à une antalgie, même problème, fracture d'un osselon, que 57% des noirs, et puis à l'inverse, ça, et puis il retrouve un risque relatif important, un odds ratio important. Et puis, il ne comprend pas très bien, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis, il a même été plus loin, il a été voir s'il y avait une histoire de différence d'appréciation de la douleur. Est-ce que c'est que le patient n'exprime pas sa douleur de la même façon? Donc, il a donné, vous connaissez peut-être ces réglettes analogiques, c'est une petite réglette graduée de 1 à 10 en centimètres avec les millimètres, puis on demande au patient, vous avez mal comment? De 0 à 10. Et puis là, en fait, il a fait ça avec des hispanos et des patients blancs. Et puis, ils avaient mal pareil, ce qui n'est pas très étonnant. Hein. Ils avaient tous mal à 6 et quelques. Puis après, il a donné cette réglette aux médecins et aux infirmières qui accueillent les gens aux urgences. Puis il disait aux médecins, mais comme ça, cliniquement, parce que quand on examine le patient, c'est vrai qu'il y a ceux qui gueulent, mais il y a ceux qui serrent les mâchoires, puis on voit aussi qu'ils ont mal. Vous pensez que votre patient, il a mal comment? Et puis le médecin, il estimait de la même façon la douleur chez les hispanos et chez les non-hispanos. Mais finalement, il n'y avait quand même pas cette antalgie qui était donnée. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Est-ce qu'on estime en tant que médecin que l'hispanophone, il ressent moins la douleur, enfin, il a mal, mais ou il la supporte mieux? Il y a quelque chose comme ça d'assez irrationnel. Alors, on dirait que ça date d'il y a 20 ans. Et bon, ça nous fait dire que, effectivement, il faut peut-être essayer d'améliorer, on l'a dit, les compétences culturelles des soignants. Il faut peut-être aussi essayer d'améliorer sa propre vulnérabilité, se rendre compte que on peut être sensible aux stéréotypes qui sont véhiculés, y compris dans le monde politique, et peut-être que c'est encore plus compliqué quand on est soignant de faire la part des choses. On est soignant, mais on est aussi un citoyen, on est aussi influencé par la politique. On peut essayer de développer des outils de travail interactifs. Alors ça, c'est un site qu'on a essayé de développer à l'hôpital. N'y allez pas encore parce qu'il n'est plus du tout à jour, donc il y a des tas de liens coupés, etc. Mais d'ici quelques semaines, ou voire d'ici le printemps, il sera renouvelé. On a un autre site à l'hôpital, qui est le site de la conciliation transculturelle et d'interprétariat, qui donne des outils au sein de l'hôpital aux soignants qui ont affaire à des patients migrants. La conciliation transculturelle peut donner un appui, pas aux patients, mais aux soignants qui disent j'y comprends rien, celui-là, la famille refuse la morphine, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Donc ça peut être un appui pour les soignants. Et puis, là, on va passer ça parce qu'on est un petit peu, j'ai été trop bavarde. Et puis, on peut peut-être essayer d'arriver aux conclusions. Les conclusions auxquelles nous arrivons, nous, par exemple, à l'hôpital, c'est qu'on a réalisé une enquête en 2010 auprès des collaborateurs. Ça concernait 1460 personnes qui ont répondu. On a une double diversité à Genève, chez les patients, évidemment, avec 50% des patients qui sont étrangers, mais aussi 50% du personnel qui est étranger. Donc finalement, on se dit, ok, ça devrait améliorer les choses, mais ce n'est pas forcément parce qu'on est soi-même un étranger qu'on va mieux prendre en considération les autres étrangers. Parce que vous savez, comme moi, que oui, mais moi j'ai fait comme ça quand je suis arrivée, j'ai mis mon poing dans ma poche et puis j'ai bossé, c'est pas comme celui-ci qui est à l'AI, etc. Il y a des stéréotypes culturels qui sont véhiculés aussi par les gens qui ont été des ex-migrants. Alors bon, effectivement, c'est pas mal d'essayer d'offrir des informations dans la langue du patient, mais s'ils ne sont pas alphabétisés, ça peut être compliqué. Les ressources qu'on a à l'hôpital pour mieux soigner les migrants ne sont pas assez bien connues et sous-utilisées. Il y a une barrière de linguistique qui persiste alors qu'on a un système d'interprétariat qui existe. Les soignants ne se jugent pas très compétents pour aborder des questions culturelles, religieuses ou les traumatismes avec les patients migrants. Et ils ne savent pas non plus très bien comment les orienter dans le réseau sanitaire et social. Et puis, finalement, alors qu'il y a beaucoup de formations qui sont offertes, ils ne les suivent pas beaucoup. Donc, on est un peu dans ce dilemme, et c'est un des axes de notre programme, d'essayer de mieux répondre à cette demande, peut-être d'une manière différente que des formations standards, peut-être en faisant des formations ciblées sur des cas. Hein. Et puis, ça, on va passer. Ce sera... Effectivement, il y a cette diversité en miroir, qu'on veut bien partager les valeurs des gens, mais pas toujours non plus. Ce qu'on pourrait se dire, c'est que finalement, les conclusions auxquelles on pourrait arriver, c'est Migrant Healthy Effect, oui.
je pense qu'il y a toujours, c'est toujours les gens les plus costauds qui viennent, et je pense que les gens qui sont faibles, en mauvaise santé, ne sont pas forcément ceux qui migrent. Il y en a quelques-uns qui migrent au titre de la santé, mais je pense que le Migrant Health Effect, il existe toujours, mais qu'il y a quand même une composante qui est compliquée dans le monde actuel, dans le XXIe siècle, qui est liée au fait que on a des stéréotypes culturels en tant que soignants et qu'il faut en tenir compte, qu'il faut savoir qu'on les a, puis essayer de les dépasser. Je pense qu'on peut aussi essayer de passer du rejet à la curiosité. Il y a des petits efforts qui ont des gros effets. Enfin bon, vous lisez comme moi. C'est des choses toutes bêtes, mais quand on a affaire à des patients migrants, prononcer correctement leur nom, ça me paraît être un minimum. Mais c'est encore des choses qui ne sont pas très reconnues à l'hôpital. Avoir un minimum de connaissances géopolitiques, je vous le disais. Un langage simple, adapté au niveau d'éducation. Si vous parlez un jargon médical, alors déjà, j'imagine que si vous allez chez le médecin et que votre médecin vous parle un jargon, ça vous dépasse probablement. Alors, a fortiori, si le patient est analphabète ou a été seulement à l'école au niveau primaire, et que ça, c'est un élément qui paraît vraiment important à prendre en considération. Et peut-être que ça, on a un peu perdu par rapport à la médecine du 19e siècle ou du 20e siècle, parce qu'aussi la médecine s'est complexifiée. Et puis que ça me paraît important, surtout avec cette population, d'avoir une approche intégrative, de considérer différents éléments pour arriver au diagnostic final, que le contexte administratif et social est vraiment important. Et moi, je suis toujours frappée quand je demande aux jeunes médecins de dire « mais quel permis il a de la famille, d'où il vient, etc. » Finalement, on va à la maladie, mais on connaît moins le contexte global. Et puis qu'il y a une importance vraiment primordiale de la communication. Et là encore, moi, je suis assez frappée. On dit, bah oui, barrière de langue, mais on fait quand même un diagnostic. Mais quel diagnostic peut-on faire en présence d'une barrière de langue? C'est vrai qu'on a de l'imagerie, on a de la biologie, mais la communication avec le patient est vraiment primordiale. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie. Je suis navrée d'avoir été plus longue que prévu. Et puis, je suis ouverte à vos questions s'il y en a.